bienvenue à tous. Aujourd'hui, comme d'habitude, je vous invite à Parentalité Continuum. Et dans cette semaine, on est sur la semaine mondiale de l'accouchement respecté. Et dans cet objectif de visualiser qu'est-ce que c'est la naissance actuellement, j'ai invité certaines personnes pour la semaine de l'accouchement respecté. Et aujourd'hui, on est avec Edwidge Nantas, une infirmière libérale et qui a déjà une expérience et qui, je vous amène aujourd'hui pour en discuter un petit peu. Edwidge est aujourd'hui avec nous. Edwidge Nantas, elle est infirmière libérale. D'abord, elle a travaillé en bloc opératoire, diplômée depuis 2015, elle a travaillé en bloc opératoire et après en pédiatrie. En 2018, elle intègre pendant un an et demi la HFME dans les services de réanimation néonatale. Et ensuite, c'est une maternité niveau 3. Et ensuite, elle réintègre la maternité niveau 2A à la clinique du Val d'Ouest, dans les services kangourou et maternité. Et néonatologie. Voilà, les trois. Et ensuite, pendant ces temps-là, tu t'es formée aussi aux soins du développement, n'est-ce pas? Et par un diplôme universitaire et tant de soins de développement de nouveau-nés et de l'enfant. Et actuellement, non seulement tu continues à te former dans les domaines périnatales, sinon que tu as ouvert ton cabinet en tant qu'infirmière libérale pour pouvoir te dédier à ces enfants qui ont plus besoin suite à la naissance. Suite à la naissance, tout à fait. Essayer un petit peu de rester dans ce cœur de métier de la naissance et du périnatal, mais en libéral, parce qu'on sait que la maternité, ça dure 3, 4, 5 jours, mais après, elle rentre à la maison et souvent, il y a quand même un soin et un suivi derrière d'accompagner. Donc, je suis une interlocutrice supplémentaire dans l'accompagnement périnatal de ces mamans et même des parents, pour parler en grand. Voilà. Et en fait, moi, ce que j'ai vu qu'on est dans la semaine de l'accouchement respecté, de la naissance respectée, en fait, ce que moi, je voulais voir, c'était aussi qu'est-ce qu'on peut voir de ces maternités, de la maternité de l'HFME et du Val d'Ouest sur l'ordinateur. Donc, on va regarder un petit peu dans l'ordinateur qu'est-ce qu'ils disent, d'accord, et avec son regard des professionnels qui a été dans ces services et mon regard aussi des professionnels, mais avec des autres apports, on va voir un petit peu ça, d'accord. Voilà, par rapport à l'HFME, c'est ce qu'on nous dit si on visite sa page web, d'accord, par rapport à la maternité de l'HFME, de l'hôpital mère-enfant, dit depuis plus de 15 ans, il est formé, l'équipe, en collaboration avec les hôpitaux universitaires de Genève aux soins de développement. Et il s'agit d'une démarche visant à accompagner le développement cérébral de l'enfant prématuré. Hein. Ça fait beaucoup en plus dans les cœurs. Hein. Quand on te parle de développement cérébral, on est tous inquiétés. Par différentes stimulations, par la lumière, les touchés et la mise en place d'un environnement propice. Les cycles des jours et de la nuit, les limitations des bruits autour du nourrisson. Et les services comportent 4 secteurs. La réanimation avec 14 lits, les soins intensifs avec 18 lits, la néonatologie avec 12 lits et l'unité kangourou en maternité avec 6 lits permettant d'accueillir en hôpitalisation la maman et les bébés prématurés dans la même chambre. Je suppose qu'ici, ça dépend de la gravité du bébé. On va être apte pour intégrer l'unité kangourou ou pas? C'est comme ça que ça fonctionne? En fait, la réanimation néonatale, les soins intensifs, la néonatologie font partie du même service, fermé derrière une porte et un interphone pour vraiment bien filtrer les personnes qui rentrent au point de vue sécurité aussi. Et du coup, ce service-là n'est pas au même étage que la maternité et l'unité kangourou. Donc, c'est induit effectivement que les enfants en unité kangourou ont besoin d'une surveillance beaucoup moins rapprochée que les enfants hospitalisés classiquement en néonatologie, soins intensifs et réanimation. D'accord. Il dispose également de 2 chambres mère-enfant et d'un salon des parents. 2 chambres mère-enfant, ça veut dire qu'il y a une hospitalisation ensemble? C'est pas une chambre mère-enfant à proprement parler, c'est des chambres d'accompagnants. Souvent, c'est quand même étant un hôpital de niveau 3, c'est des hospitalisations qui sont longues. Sur certains bébés, ils peuvent rester jusqu'à 5 mois hospitalisés. C'est extrêmement difficile pour un parent qui a pris ses habitudes au sein de l'hôpital de rentrer du jour au lendemain à la maison.
Oui. Et souvent, on leur propose de rester 24 à 48 heures dans le service, dans leur chambre, pour un peu reproduire comme s'ils étaient chez eux. Donc, ils sont dans le service, mais ils sont séparés par une chambre. Il n'y a pas de soignant spécifiquement qui passe, qui leur est dédié. C'est à eux de se déplacer dans le service s'ils ont besoin, parce qu'on considère que le but, c'est de les laisser en autonomie. D'accord, donc c'est un peu... C'est vraiment nous appeler en cas de besoin. Un petit salon c'est une chambre pour eux, qui est dans le service, mais en dehors des pièces respectives, et qui n'a pas de soignant dédié, puisque le but étant de les autonomiser, c'est à eux de venir dans le service, dans les pièces, pour trouver un soignant en cas de besoin, de nécessité. Sinon, on les laisse un peu en roue libre. Ils savent, après 5 mois, où sont situés les biberons, les choses comme ça. Donc, voilà, ils se servent. Et ça permet un petit peu de fonctionner avec le coucher, la surveillance de leur bébé, sans le scope. Parce que c'est des enfants aussi qui ont été scopés pendant longtemps. Les scopes, dis-nous. Alors, le scope, c'est, bien sûr, le scope, c'est la machine qui permet de relier son cœur, sa respiration, sa saturation, qui fait bip bip et qui annonce un petit peu. Le problème avec... Enfin, c'est pas un problème, hein, c'est très bien et c'est même utile. Par contre, c'est souvent des parents qui ont un peu cette déformation, comme nous, on aura cette déformation professionnelle certainement, de toujours surveiller l'enfant avec le scope. Oui. Le scope ne sonne pas, le bébé va bien. Sauf que quand un enfant dort et qu'il n'est plus scopé, on ne sait plus s'il va bien du coup. Donc c'est un peu s'habituer simplement qu'à la maison, savoir ces bruits qui te disent voilà, il n'y aura pas le scope et pour autant son bébé va bien. Donc ça permet un peu de faire cette transition entre l'hospitalisation qui est parfois longue et le retour à domicile en ayant 24-48 heures où ils savent qu'ils sont dans l'enceinte de l'établissement et qu'ils peuvent se sentir un petit peu rassurés avant de rentrer à la maison en étant seuls. C'est difficile. Et c'est le cas de le dire. Ouais. Ils disposent, les personnes du service sont orientées collectivement vers 4 objectifs principaux. Accueillir les enfants et savoir combiner les recours à une technique appropriée et parfois très lourde, à la philosophie des soins de développement. Ça, on va parler un petit peu. Accompagner les parents dans la découverte de la parentalité pour un enfant hospitalisé ou même pour un enfant qui va être malade longtemps. Soutenir l'allaitement maternel. Bon, je ne sais pas si on va voir. Et limiter la séparation parent-enfant. Ça, par rapport à la maternité des hôpital mère-enfant. Et en fait, je voulais voir avec toi un peu comment c'est configuré cette structure. Parce que d'un côté, on comprend effectivement qu'il y a une approche, on va dire, beaucoup plus ouverte qu'avant dans les néonatologies, mais que ça reste quand même quelque chose de différent une fois qu'on est dedans, parce qu'on voit plus des séparations, on va dire. Bien sûr. D'accord, donc je vous montre sur l'écran, vous pouvez voir comment c'est les plans de l'étage des réanimations et néonatologie de l'HFME. Et en fait, on a la pré-sortie. J'imagine que ça, c'est les 2 chambres. En fait, les parents, tu dis, ils rentrent... Ils rentrent par le téléphone et l'interphone ici. Ils ont un sas pour se changer. Ils ont des casiers pour poser aussi leurs affaires. Parce que l'hiver, ils ont les manteaux, les parapluies, tout ce que vous voulez. Donc, ils le posent ici. Ils ont leur casier avec leur cadenas ou leur code. Et ensuite, ils rentrent. Ils peuvent faire le tour de tout l'établissement puisque leur enfant peut évoluer. C'est-à-dire qu'un bébé peut d'abord être en réanimation, puis il va de mieux en mieux, il va passer aux soins intensifs, puis des soins intensifs, il va passer à la néonatologie. Donc, c'est une pièce qui est accessible à tous les parents pour qu'ils puissent aller dans la pièce respective de leur enfant et qu'ils le suivent au fur et à mesure de son hospitalisation. En fait, on va dire qu'il est configuré, on va dire, un degré de gravité, non la première partie, c'est la réanimation. Exactement. Ensuite, les soins intensifs, ensuite la néonatologie. Les 2 chambres qu'on a parlé tout à l'heure, de pré-sortie, de 24-48 heures. Et à côté de la réanimation, personnellement, en 1 an et demi, je m'en suis jamais servi, il y a un bloc opératoire d'urgence. C'est-à-dire que ça reste des enfants qui sont extrêmement fragiles. Pour certains, ils font 500 grammes. Et HFME, par rapport à Croix-Rousse, qui est aussi un établissement de niveau 3, HFME a l'angle de chirurgie. Donc du coup, HFME va avoir proposé les chirurgies néonatales, soit préparée et prévue comme une hernie diaphragmatique qui est diagnostiquée dans une échographie et qu'on sait qu'on va devoir l'opérer à la naissance, mais tout est programmé. Mais il arrive que certains enfants aient besoin de se faire opérer en urgence sur une complication, une dégradation, quelque chose. La plupart du temps, ils descendent au bloc, mais c'est des enfants et des êtres humains tellement fragiles que le moindre mouvement, le moindre transfert peut être extrêmement décisif. Et du coup, ils ont une salle de bloc prête à l'emploi, vraiment à quelques mètres des autres pièces, afin d'éviter de traverser tout l'hôpital
pour descendre au bloc opératoire leur bébé s'il est en état d'urgence vitale extrême. Et en fait, par rapport aux soins du développement, à la non-séparation et à contact peau à peau avec les bébés, en fait, je comprends ici que comme l'unité kangourou, elle est ailleurs. Oui. C'est pas pareil ce qu'on va trouver ici. Non, et puis l'installation en peau à peau est forcément différente aussi en fonction des pièces. C'est-à-dire qu'en néonatologie, ils appellent ça la crèche. C'est soit des enfants qui ont besoin d'une très courte hospitalisation, soit c'est juste des enfants en fin de parcours qui vont beaucoup mieux et du coup ils sont moins techniqués. Donc moins techniqués, plus de facilité dans la mise en place de ce pot à pot. Parce que moins de fils, moins de perfs, moins d'horaires à respecter pour certains soins. Et du coup, ça permet des hospitalisations plus pratiques, moins de bruit, moins de charge de travail. Il faut savoir que les pots à pot, ils sont un peu soumis aussi à la charge du travail des infirmières le jour J. Il peut y avoir d'énormes contraintes dans la journée avec des enfants qui vont très mal et du coup qui nous prennent toute notre attention et nous empêchent d'aller installer d'autres parents en pot à pot. On a beaucoup plus le cas dans de la réanimation et du soin intensif où on est vraiment beaucoup soumis à ces contraintes en fonction des patients du jour, de l'état de certains patients qui se dégradent ou non. Alors qu'en néonatologie, comme c'est plus de la fin de parcours, souvent, ou alors c'est des enfants qui sont quand même dans un bon état de santé, en tout cas assez stable pour être en néonatologie simple, permet forcément d'avoir plus de temps pour être auprès des parents et dans l'accompagnement du parent dans les pots à pot et le reste des soins. Parce qu'il faut dire qu'en fait, les pots à pot, déjà rien que pour mettre le bébé en pot à pot, ça peut, comme il y a autant de machines, ça peut facilement prendre 1 heure. Oui, l'installation est plus longue et le parent, de toute façon, souhaite être accompagné. Il ne s'installera pas en pot à pot tout seul si l'enfant il a des sondes nasogastriques qui sont encore fixées. Des fois, il est trop petit aussi. Sortir de la couveuse, pour un parent, c'est difficile de faire le transfert. Je prends mon bébé et je me le mets sur moi en m'installant. On préfère d'abord s'installer et que le soignant nous pose l'enfant directement sur nous. Il y a plein de petites choses qui font qu'il vaut mieux être accompagné pour le faire. Et du coup, forcément, ils sont un petit peu dépendants du soignant et de sa charge de travail et de son organisation de la journée, forcément. Est-ce que le service, il est ouvert aux parents 24 heures sur 24 24 heures sur 24, que ce soit au téléphone ou aux visites, le parent a le droit d'être présent 24 heures sur 24 dans le service. À aucun moment, il doit nous prévenir ou prendre rendez-vous pour être avec son enfant. La seule chose qu'on préconise, premièrement, c'est l'entrée. Que ce soit un enfant qui vient de l'extérieur sur une mutation ou un enfant qui vient de l'intérieur de la maternité. Au début, on a cette phase où on fait l'entrée et du coup, souvent, on technique le patient. C'est-à-dire qu'en fonction de ses besoins, il va besoin d'être intubé, transfusé, de faire des prises de sang, de faire des perfusions. Et il y a toute cette longue heure où on va être occupé à techniquer l'enfant, donc on va être centré sur lui et on demande aux parents de ne pas venir tout de suite. Pour une simple raison déjà, c'est qu'il peut être une gêne entre nous dans le passage parce que c'est un moment où des fois on peut faire des soins qui sont extrêmement hygiéniques et qui demandent une certaine stérilité par exemple. Donc on ne peut pas faire approcher n'importe qui au niveau de la couveuse si c'est un bébé en couveuse. Et puis parce qu'il faut s'occuper de cette arrivée du parent. On ne peut pas se permettre de faire rentrer un parent et de dire asseyez-vous là. Et puis regardez-nous travailler. Ça serait trop compliqué. On a aussi envie de pouvoir accueillir le parent en bonne et due forme, de prendre ce temps-là, parce que ça peut être quelque chose d'extrêmement impressionnant si c'est quelque chose qui n'était pas prévu, que c'est une naissance qui a conduit à une hospitalisation mais qui n'était pas programmée. Le parent est extrêmement choqué et extrêmement apeuré. Et si on ne prenait pas le temps de tout lui expliquer, puis de le rassurer, puis de lui faire visiter le service correctement, sans être dans la panique et dans le stress, sans pouvoir répondre à ses questions parce qu'on serait occupé sur son bébé, je pense que l'entrée serait différente. Donc c'est pour ça qu'on partage bien en 2 temps. La première heure, ou des fois un petit peu plus quand c'est plus long, voilà, on se concentre d'abord sur le bébé et ensuite on prend le temps avec les parents de les accueillir quand même le plus rapidement possible. Mais on a quand même cette petite phase aussi d'adaptation où on a besoin de techniquer l'enfant avant de faire rentrer le parent. Et par exemple, si, je ne sais pas si ça est arrivé, des parents qui veulent rester 24 heures sur 24 ou la plupart des temps, est-ce qu'il y a la place pour ces parents dans cette unité ou c'est tout simplement... Alors le gros problème de l'HFME et d'autres services qui fonctionnent comme l'HFME, ils sont en pièces partagées. C'est-à-dire que notamment, on a parlé tout à l'heure de 14 lits de réanimation. Oui. Elles sont coupées en 2. C'est 2 pièces de réanimation qui comportent chacune 7 lits chacun avec 3 infirmières pour 7 bébés.
Le souci étant, c'est que du coup, comme elles sont dans une pièce commune, il n'y a pas d'intimité pour chaque bébé. Et il réinstalle la pièce avec des paravents pour installer une certaine forme de cocon familial auprès de leur berceau pour les parents, mais ils n'ont pas une pièce attitrée par enfant. Et donc du coup, on ne peut pas mettre de lit à disposition déjà pour les parents. Donc du 24 heures sur 24, c'est plus compliqué au niveau confort déjà. Il peut le faire physiquement, hein, mais niveau confort, on ne peut pas installer de lit à côté du berceau de leur enfant. Mais est-ce qu'on peut installer par exemple des beaux canapés qui soient confortables? Ils ont des fauteuils, ils ont des fauteuils, ils ont des transats exclusivement pour les peaux à peau, parce que c'est des transats qui vraiment s'allongent et le corps et les pieds, et des transats classiques comme on serait dans notre jardin, mais du coup qui permettent d'être vraiment plus à l'aise en peau à peau. Maintenant, pour y dormir, il faudrait leur poser la question s'ils sont à l'aise. Après, c'est vrai qu'on préconise, en étant cette soignante là-bas, quand c'est des longs séjours, c'est important de sensibiliser le parent à la durée du séjour. Et c'est aussi important de le sensibiliser du coup à l'endurance. Bien sûr qu'au début, il ne va pas vouloir se séparer de son enfant, parce que 24 heures sur 24, à veiller sur lui, et c'est normal. Mais quand ça va durer 5 mois, veiller 24 heures sur 24 son enfant, physiquement parlant et mentalement parlant, c'est trop difficile. Après, je ne dis pas forcément les 24 sur 24, mais la plupart des temps, par exemple, comme on irait au travail, les 8 heures. Voilà, c'est ça. Rester du coup, 8 heures dans une chaise, c'est plus ça qu'on les incite à faire. C'est couper leur journée, savoir aussi rentrer chez soi. Des fois, parce qu'ils ont d'autres enfants. Donc, il faut s'occuper aussi de leurs autres enfants. C'est important de ne pas les délaisser quand c'est sur une si longue hospitalisation. Et puis pour leur confort de sommeil. C'est des gens qui sont extrêmement soumis à l'émotion, à la fatigue, à l'épuisement mental, parce que c'est dur de devoir se dire que chaque jour sera différent. Leur bébé ne sera pas sorti d'affaires, entre guillemets, tant qu'il ne sera pas sorti de la néonate. Un enfant qui est hospitalisé, on part du principe qu'il est à risque tous les jours. Donc, forcément, mentalement, il faut s'accrocher. Donc, il faut être un parent reposé aussi. Il faut savoir se dire, voilà, j'ai été là toute la journée, là, il faut que je rentre chez moi et que je prenne du temps aussi pour moi. Et c'est pas être un mauvais parent de prendre du temps sur toi, bien au contraire, pour être encore en meilleure forme le lendemain et pouvoir soutenir son enfant pendant les 5 mois et pas faire un burn-out au milieu de l'hospitalisation qui serait hyper néfaste pour l'enfant, d'être séparé de son parent pendant 3-4 jours parce qu'il a besoin de souffler, parce qu'il n'a pas su souffler justement avant et répartir. En fait, on disait tout à l'heure aussi par rapport au fait qu'ils font soin l'HFME, c'était l'HFME, oui, de bruit, de la lumière. Bien sûr. Mais ça, c'est un peu du coup, c'est pareil, en étant dans une pièce commune, malheureusement, ils sont affectés par les bruits des autres enfants. On parle quand même en réanimation de 7 bébés dans la même pièce. Alors, les 7 bébés ne sont pas toujours intubés, mais ça arrive qu'il y ait quand même beaucoup d'intubés. Dans ceux qui sont intubés, donc ils respirent à l'aide d'un respirateur. Certains respirateurs sont des OHF, donc c'est des oscillateurs haute fréquence qui permettent de faire vibrer l'enfant pour que les échanges gazeux se fassent plus facilement dans les alvéoles. C'est une machine qui est vieille et qui fait extrêmement de bruit, vraiment, qui vibre. Et il suffit qu'il y ait 1 ou 2 enfants sous OHF dans la pièce. Vous rajoutez à ça les alarmes tout seul du respirateur, les alarmes du scope, les alarmes des pouces seringues. C'est des enfants qui peuvent avoir 13 pouces seringues, donc avec 13 perfusions différentes sur le même patient. Plus, quand même, c'est des bébés. Il peut y avoir les pleurs de certains. Il peut y avoir alors, c'est là où les médecins ont leur bureau aussi, donc c'est là où il y a beaucoup de passages, plus les parents, les pleurs, etc. Et c'est des pièces qui font énormément de bruit. Et du coup, ça, malheureusement, point de vue médical, je pense qu'ils ont priorisé, bien sûr, le côté médical avec toutes les machines et les nécessités qu'il y en a besoin. L'infirmière est censée répondre le plus rapidement possible aux alarmes. Se dépêcher d'aller vite éteindre pour faire moins de bruit. Maintenant, ils limitent au maximum, mais clairement, ils n'arrivent pas encore à être optimales dans cette préservation du bruit. Oui, parce que tu me disais tout à l'heure, le problème, c'est que comme c'est une chambre avec 7 enfants, c'est que du moment qu'il y a un enfant qui commence à faire des bruits et à donner l'alarme, il y a 7 parents qui vont être pressés parce qu'on ne sait pas. Bien sûr. C'est ça, c'est que du coup, les parents partagent une pièce. Donc, quand il y a une pièce qui annonce une urgence, un code rouge, les autres pièces sont appelées en renfort, ce qui est tout à fait normal et puis sécurisant, puisque du coup, on appelle le plus de soignants possible présents dans le service pour répondre le plus rapidement possible et être le plus efficace dans la réanimation, puisqu'on sait que les premières secondes sont les plus cruciales. Le parent qui rentre dans le service voit accourir 5-6 soignants dans sa pièce.
il a une chance sur 7 que ce soit son bébé qui est en train de faire un malaise. Donc c'est plein de choses qui sont difficiles aussi dans l'accueil du parent. C'est que l'écologie du service, elle n'est pas parfaite. Elle est pensée au moment de la construction. Ils ont fait optimum pour le point de vue peut-être médical, pour l'aide du soignant, mais c'est vrai que... Et puis par la structure hospitalière qui est faite comme ça, c'est pas toujours facile, je pense, d'être en pièce commune. Il y a des bons côtés qui sont le partage. Les parents partagent énormément, se connaissent beaucoup, se soutiennent beaucoup. Oui. Et puis il y a la difficulté, au contraire, de voir 3-4 parents qui passent de la réanimation aux soins intensifs, et soit notre bébé à nous, il est toujours en réanimation. Et on a vu un parent qui est arrivé avant nous, et puis un parent qui est arrivé après nous, mais qui part avant nous, puis un autre parent qui est arrivé après nous et qui part aussi avant nous. Et ça, c'est dur. C'est aussi des parents qui se comparent beaucoup. Ils sont dans le soutien, mais ils sont beaucoup dans la comparaison. Ton bébé va mieux que le mien, et ton bébé va être transféré en soins intensifs et pas le mien. Et en même temps, ils sont soutenants parce que du coup, ils savent ce par quoi les autres sont passés, puisqu'ils y sont passés des fois avant eux, et ils ont cette envie de partage, de soutien, parce qu'ils sont là de 8h à 18h, donc c'est leur collègue, entre guillemets, si je puis dire. C'est une partage d'expérience aussi. Voilà, c'est ça, ses bons côtés, et ça a aussi ses mauvais côtés et ses inconforts au niveau du bruit, au niveau du monde, du manque d'intimité. Ils ont créé une pièce d'allaitement pour répondre à l'intimité des mamans qui souhaitent allaiter dans le service. C'est pas toujours simple d'allaiter entre deux paravents avec du passage. Donc la pièce d'allaitement, elle est faite par exemple pour l'intimité. Ces mamans qui ont envie d'aller allaiter mais qui seraient peut-être un peu gênées au niveau pudeur de devoir allaiter alors qu'il va y avoir 1, 2, 3 infirmières, un parent qui va rentrer, et que des fois un paravent ça suffit pas. Oui. Donc du coup la pièce d'allaitement a été faite pour ça. Elle est dédiée pour ça aussi, pour avoir cette pièce réservée aux mamans qui allaitent. Aux mamans qui allaitent, mais en même temps, l'allaitement, il est très prenant. Un tout petit bébé, il va manger tous les 20 minutes, toutes les heures. Donc, ça doit être pas du tout facile, non Alors, dans ce système service, les enfants, ils sont nourris grâce à une biberonnerie qui est dans le même service que... qui est pas dans le même étage, mais qui est dans le même établissement que la HFME. Et c'est la biberonnerie qui va préparer toutes les alimentations des enfants, qui la plupart mangent par tranche de 3 heures. Par sonde. Le don direct existe, c'est-à-dire qu'une maman peut tirer son lait dans le service et le donner directement à son bébé, par la sonde ou pas par la sonde, mais en tout cas, qu'il n'y ait pas de transfert d'un service à l'autre ou passer par la biberonnerie. Ça existe. Par contre, à partir du moment où elle tire en dehors de l'établissement et qu'il y a un transfert de lait de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur, qu'importe, il faut qu'il soit repasteurisé et au niveau hygiène, qu'il soit désinfecté, entre guillemets. Et donc, il passe par la biberonnerie. Notre service vient se faire récolter, je sais plus, je crois que c'était 1 fois par jour. Il récupère tous les petits laits que les mamans ont rapportés avec une glacière. Elles sont formées à ne pas casser la sienne du froid, pour être quand même le plus respectueux possible au niveau hygiène. Et c'est tout sous protocole. Et ensuite, le lait est retransformé pour être redistribuées quand même à leur bébé dans les jours qui arrivent avec le lait qu'elles ont tiré. C'est quand même un peu bizarre de repasteuriser quelque chose qui est déjà à la base, tu vois. Mais bon, c'est la procédure. C'est la procédure, c'est des enfants qui sont extrêmement fragiles, et du coup, ils couvrent aussi au niveau alimentaire d'être sûr de ne pas infecter l'enfant par l'alimentation. Oui, mais en fait, ce que j'allais dire, non, c'est que c'est un peu compliqué aussi pour les mères. Est-ce que ce service aussi, il est en lien avec les bancs de lait? Les bancs de lait? Oui. Tu veux dire le lactarium? Le lactarium de Croix-Rousse, tout à fait. De toute façon, le lactarium de Croix-Rousse draine toutes les maternités qui ont une néonatologie. La clinique du Val d'Ouest qu'on va aborder après, on travaille aussi avec le lactarium de Croix-Rousse. J'ai eu la chance d'avoir une conférence de sensibilisation sur le lactarium, le recueil de dons, parce qu'il faut savoir que tous les bébés prématurés, notamment avant 32 semaines, ont du lait féminin en fonction d'un certain poids, souvent c'est en dessous d'1,8 kg. Et si la maman n'a pas pour projet d'allaiter, personne ne l'obligera à le faire. On les sensibilise au fait que leur bébé a besoin de lait maternel, mais on leur explique que si elle ne souhaite pas donner le leur, il aura le lait d'une autre dame. C'est bien. Donc c'est bien de le proposer, mais c'est aussi bien du coup de proposer aux mamans de faire du don, parce que pour avoir du lait féminin, il faut bien qu'on ait des mamans qui nous en donnent. Donc c'est aussi sensibiliser ces mamans pour qui l'allaitement se passe super bien, pour qui elles ont eu une super montée de lait, à savoir qu'une maman ne peut pas faire de don de lait tant que son enfant est hospitalisé.
on part du principe que la priorité reste son bébé. Donc tant qu'on n'est pas sûr que son enfant est sorti d'affaires, est sorti de l'hospitalisation et qu'il n'aura donc pas besoin de plus de lait de sa mère, effectivement là on peut commencer à enclencher le don. Mais c'est bien de les sensibiliser pendant qu'elles sont hospitalisées, parce que du coup elles se rendent compte aussi des autres bébés qui en ont besoin, et que si elles ont le cœur à participer à cela et à partager leur lait, c'est à nous de les informer, parce que elles n'iront pas forcément instinctivement le chercher d'elles-mêmes. Donc c'est d'essayer de faire évoluer un peu ce processus, de les sensibiliser, de leur en parler, de leur montrer dans quoi elles s'embarquent si elles le font, et de savoir si elles auront la rigueur, la patience de le faire, parce que ça prend du temps de former les mamans, de se déplacer chercher du lait. Donc il faut que ce soit aussi des mamans qui soient consciencieuses, qui ont envie de bien faire et de le faire j'allais dire sur un long délai quand même. Mais il faut dire que le lactarium, il est très facile, très accessible. On peut le faire tout le temps. Et d'ailleurs, je connais plusieurs cas des mères qui avaient des bébés prématurés, ou qui, voilà, ils ont compris l'existence du lactarium bien, et tout de suite après ils sont donnés, et j'en ai une qui a donné énormément. Ouais, c'est très bien, franchement il faut remercier cette volonté, ce dévouement quand même à autrui, parce que c'est clairement un dévouement à autrui, et on a besoin de ces mamans-là justement, donc c'est toujours un travail de les sensibiliser là-dessus. Et effectivement la biberonnerie travaille avec le lactarium, elles envoient le lait, elles récupèrent le lait, elles le mettent sous forme de biberon ou de seringue en fonction des besoins des bébés. Ceux qui ne têtent pas, qui sont exclusivement en sonde, on prépare le lait directement en seringue, et nous on reçoit en fait les seringues toutes faites. On essaye en fait d'éviter le maximum de manipulation et le maximum d'entrée à la bactérie du coup. Ce qui est, on regarde aussi par internet, Val d'Ouest est ouvert aux parents 24 heures sur 24. Pareil. Les services de néonatologie de la clinique peut accueillir 9 bébés. C'est en fait là on est sur une qualification niveau 2, ça. C'est ça, niveau 2A, c'est minimum de terme à 32 semaines et avec un minimum de poids à 1,5 kg. Voilà. C'est la plus petite prise en charge des néonates. Ensuite, pour les enfants plus petits, il faut aller dans du niveau 2B comme Natessia ou Lyon Sud, qui accepte des enfants un petit peu plus petits avec un poids un petit peu plus faible aussi, et puis surtout avec une possibilité de support ventilatoire. Il faut savoir que dans une clinique 2A, le seul support ventilatoire qui est normalement accepté, en tout cas à la clinique du Val d'Ouest, c'est le sac de Hood. C'est un sac qu'on met autour de l'enfant, qu'on remplit d'air, avec une pression plus importante que l'air normal, pour lui permettre de respirer un petit peu plus facilement, puisque du coup l'air va rentrer un petit peu dans son nez plus rapidement que s'il était en air ambiant. Et c'est le seul support qu'on est censé garder pendant maximum 48 heures. Sinon, ça veut dire que c'est un enfant qui a besoin de plus, et on n'est pas habilité à pouvoir lui donner plus. Au point de vue juridique, c'est juste que le médecin doit être dans les murs 24 heures sur 24. Chez nous, les médecins, ils sont d'astreinte, c'est-à-dire qu'ils sont chez eux, et on les déplace au moment où on les appelle. Ils ont 20 minutes pour venir en cas d'urgence. Donc, sur un bébé qui a un support ventilatoire un petit peu plus gros, comme des lunettes à oxygène dans le nez, ou même une CPAP plus lourd, là, on passe déjà dans le soin intensif. On a besoin d'un médecin 24 heures sur 24 dans l'établissement. Les CPAP, ils sont les CPAP snorkel? Ou c'est les CPAP qui est... Les CPAP, elles rentrent par le nez, soit par un masque, soit par des petites lunettes, pour essayer de changer aussi au niveau de la peau et qu'il n'y ait pas de démarcation, de ne pas laisser tout le temps le masque. On met aussi un petit embout nasal, et il change entre l'embout masque et l'embout nasal, mais c'est au niveau du nez, avec des impulsions à l'inspiration. Et c'est le même appareil aussi avec la BiPAP, qui fait des impulsions et à l'inspiration et à l'expiration. Et puis de grade en grade, en fait, ils vont monter, et donc du soin intensif, on passera en réanimation quand là, on a besoin d'un respirateur avec intubation et du coup sédation pour que l'enfant dorme et ne soit pas gêné par cette sonde. Tout à fait, parce qu'en fait, les respirations, au-delà d'autres choses que peut être accrochées à l'enfant pour assurer sa surveillance et sa sécurité, les CPAP, c'est une des choses qui peut souvent arrêter à l'heure de faire du pot à pot, parce que en fait, les bébés, c'est pas possible de les tourner la tête. C'est des choses que techniquement, il faut que ça s'adapte aussi quand on veut. Il faut qu'on s'adapte, et puis ils sont souvent après dans des plans de sevrage. Donc, quand ils sont sous CPAP, parfois ça peut arriver qu'on dise CPAP 6 heures et puis lunettes 6 heures. C'est pour essayer de commencer un petit peu le sevrage du support ventilatoire et de passer d'un mode ventilatoire assez invasif au moins en moins invasif, ou des fois faire carrément une pause de 3 heures où il n'y a pas de support ventilatoire, et regarder comment ils se comportent. Et c'est ces moments-là où justement on va privilégier le pot à pot, parce que du coup ils sont moins appareillés,
Et comme ils ont moins d'appareils, c'est de se dire est-ce qu'on peut rythmer sa respiration autrement qu'avec l'appareil respiratoire de sa maman par exemple, en étant contre lui. Oui. Parce que c'est un l'être exemple, humain, il va apprendre à travers ce qu'il le montre à notre être humain, donc sa mère. Voilà, donc sans support ventilatoire dans un niveau 2A, au maximum, c'est le sac de Hood, tant qu'on n'a pas un médecin qui peut être présent 24 heures sur 24 dans l'établissement. D'accord. Et pareil, ces derniers, les balles d'Ouest, en fait, c'est pour des bébés qui nécessitent un traitement ou surveillance particulière, qui ne peut pas être fait en maternité. Tout à fait. Et ce service de néonatologie appartient au maillage régional de Réseau Périnatal Aurore, qui il est déjà assez connu. De ce fait, les contacts avec les autres services de maternité et de néonatologie de la région sont faciles. Donc voilà, c'est pareil, s'il faut amener l'enfant ailleurs et tout. On travaille avec la cellule de transfert qui, elle, se charge en fait d'évaluer un petit peu les places. Donc on parlait de 9 places, on est à 12 places exactement. Mais bien sûr, l'établissement à chaque fois se garde 1 à 2 places quand ils ont des mamans en service pathologique. Puisque si on a une des mamans du service qui accouche, on ne va pas donner la place à un bébé qui vient de l'extérieur et qui peut rester dans l'établissement extérieur dans lequel il est, par exemple. Parce que nous, on a déjà du monde, donc on ne va pas transférer un bébé qui est chez nous pour accueillir un bébé d'ailleurs. Donc c'est pour ça que des fois, ils s'arrêtent à 9, mais nous, on est à 12 places en néonatologie. Et on travaille à la cellule de transfert qui nous appelle 1 fois par garde pour savoir combien de places on a, pour évaluer un peu quand on part sur une nuit. Oui. On sait qu'on part sur de l'urgence parce qu'un accouchement, on ne pourra jamais le prévoir vraiment à l'avance. Et donc, c'est important de savoir tel établissement, il n'y a pas de place, tel établissement, il n'y a pas de place, et où c'est qu'on peut envoyer, où c'est qu'on peut aller rapidement. Et on travaille aussi avec la cellule de transfert puisque tous les enfants qui nécessitent d'un niveau 3 à la naissance, les parents sont quand même prévenus que si l'état de santé de leur enfant ne nécessite plus d'un niveau 3, il peut être important de les sensibiliser au fait qu'ils peuvent être mutés dans un service plus faible, niveau 2B ou niveau A, ou 2A, pardon, qui continuera cette prise en charge, mais en étant moins équipé, puisque au niveau de l'état de santé et du besoin de l'enfant, il n'y en a plus besoin, et laisser la place à un nouveau bébé qui en aurait besoin, puisque aujourd'hui dans Lyon, les 2 maternités de niveau 3, c'est la Croix-Rousse et HFME. Et on draine toute la couronne de Lyon, l'agglomération. J'ai déjà eu des bébés de l'Ardèche. C'est énorme. Donc, c'est important de montrer aux parents que vous avez été contents d'avoir une place en niveau 3. Il faut savoir aussi laisser la sienne, même si c'est dur de changer de service. On change d'habitude, on change de lieu, on change d'équipe. Des fois, c'est pas rassurant. Mais c'est important aussi de se dire qu'il y a d'autres bébés qui ont besoin de cette place-là. Et moi, j'ai été contente de l'avoir aussi, cette place-là, quand mon bébé allait mal. Donc, c'est un peu les sensibilités dans ça-là, même si on essaye de faire au mieux pour éviter de bouger les parents d'établissement, évidemment. Et au contraire, quand c'est à leur demande. Il y a des bébés qui viennent de très loin, qui sont dans un niveau 3 parce qu'il n'y a pas le choix. Quand ils rentrent chez eux, ils ont une clinique de niveau 2A juste à côté de chez eux. Et on les transfère par confort de distance, en fait. Pour rapprochement. Le terme exact, c'est rapprochement. C'est pas pareil de faire tous les jours. Et là, pour faire le confort, bien sûr, pour le confort du parent, pour être sûr qu'il puisse venir le plus souvent possible, parce que plus il est proche de chez lui, plus il pourra venir, plus il pourra rester longtemps. Tout à fait. Complètement. Et la prise en charge est assurée évidemment pour les pédiatres disponibles. Ils sont épaulés pour des services professionnels, infirmières, puéricultrices, auxiliaires puères, présentés dans l'unité. Ce qu'il dit, ce que tu viens de dire, non, c'est que dès que possible, ils vont favoriser les rapprochements mère-enfant. Bien sûr. À la maternité, les mamans dont le bébé est hospitalisé en néonatologie, donc ça veut dire qu'en fait, la mère aussi, en général, quand il y a un bébé qui a ce type de besoin, la mère, elle n'est pas hospitalisée et il n'y a pas une admission ensemble de bébé et mère. À aucun cas. Alors, le service de la clinique du Val d'Ouest, il a évolué l'année dernière. Ils ont ouvert un service de kangourou. Donc, du coup, ils ont déménagé le service de néonatologie qui se trouvait au 2e étage alors que la maternité au 3e étage. Donc, ce qui rajoutait quand même une difficulté supplémentaire. Sur une maman qui allaite, elle est obligée de sortir de son service, prendre l'ascenseur et aller jusqu'à la néonatologie pour allaiter son enfant en pleine nuit, par exemple. Donc, c'est quand même pas l'idéal non plus. Et donc, ils ont monté le service de néonatologie au même niveau que celui de la maternité. Maintenant, on est dans la continuité du couloir, ce qui est quand même plus agréable même pour elle quand elle se déplace. Et en plus, ça a permis de faire des travaux dans le service. C'est-à-dire qu'on est passé d'une pièce commune pour 12 bébés à un service commun
de 6 box. Donc, ce n'est pas des chambres réellement, mais c'est des box, c'est-à-dire qu'ils ont leur espace à eux, qui est défini quand même par des murs, qui permettent d'avoir plus d'intimité pour les mamans, quand elles tirent leur lait, quand elles sont en peau à peau, quand elles allaitent, et puis même le parent pour être auprès de son bébé, et puis qui sépare forcément au niveau de nuisance sonore, puis au niveau aussi lumineux. On peut allumer le service, mais éteindre la pièce où le bébé dort. Ce qui nous permet, nous aussi, d'éviter de travailler dans le noir comme on le faisait avant, puisque les 12 bébés dormaient dans la même pièce. Quand on s'occupait de l'un, fallait rester dans le noir pour ne pas réveiller les autres. Donc, même nous, on a trouvé aussi un confort quand même de travail là-dedans. Et à côté de ça, quand on sort du service, il y a 6 chambres mère-enfant qui sont adaptées pour que les mamans puissent dormir avec leur bébé. Pour l'instant, ils y sont allés à tâtons. Ils ont commencé des critères d'inclusion à 34 semaines. En dessous de 34 semaines, ils préfèrent que le bébé soit quand même dans le service, dans un box, afin que l'infirmière soit quand même très proche et qu'il soit surveillé de façon plus rapprochée. Et dans les chambres kangourous, donc c'est à partir de 34 semaines, à partir d'1,8 kg. En dessous d'1,8 kg, pareil, ils préfèrent quand même que l'enfant soit plutôt en service. À savoir que dans la chambre, il y a tout le matériel nécessaire pour faire de la réanimation d'urgence, entre guillemets. Alors, c'est pas de la réanimation d'urgence, je vais changer mes termes. C'est plus une barre avec de l'oxygène au mur, une aspiration pour pouvoir aspirer en nasal ou en buccal si c'est un bébé qui fait une fausse route, et un scope pour les enfants qui sont scopés. Tous les enfants de néonates ne sont plus scopés obligatoirement, mais pour ceux qui sont en dessous de 37 semaines et en dessous même de 36 semaines, ils avaient un petit peu réduit. En dessous de 36 semaines, ils scopent obligatoirement pour surveiller la fréquence cardiaque, puisque c'est des bébés qui peuvent faire des bradycardies, ralentissement cardiaque. Donc du coup, on surveille. Donc même en chambre, il y a quand même de quoi faire au cas où. Ils ne sont pas laissés en roue libre. Mais c'est vrai que pour des bébés qui sont un petit peu plus à risque, on préfère les avoir dans le service avec la table de réanimation à côté, au besoin, s'il y a des malaises profonds, par exemple. Tout au long de ces jours, l'accompagnement sera réalisé en étroite collaboration avec les personnels de la maternité. Les parents sont encouragés à participer. Tout à fait. Les frères et sœurs sont aussi autorisés. Chaque fois que possible, si les parents le souhaitent, tout est mis en œuvre pour favoriser l'allaitement maternel. Si tu devais choisir un de deux pour accoucher, établissement différent, la seule chose où moi, mon a priori de femme de l'extérieur, pour avoir travaillé dans un niveau 3, j'étais persuadée que c'était mieux d'accoucher dans un niveau 3 parce qu'au moins, il y a de la réanimation tout de suite. Donc, on ne sait jamais ce que son bébé peut arriver, etc. Et moi qui ai été accompagnante de ma sœur à son accouchement, je lui avais préconisé d'accoucher à la Croix-Rousse parce que c'est un niveau 3. Maintenant, je suis quand même pour sensibiliser aux mamans de s'enlever de la tête tout le côté hospitalisation aussi. On est quand même là pour faire juste venir au monde un bébé qui sur le papier devrait aller bien. Alors, je ne parle pas des bébés qui sont en grossesse pathologique, où on sait d'avance qu'ils ont des problèmes. Bien sûr que là, il faut qu'ils soient suivis, rapprochés dans un établissement concerné. Mais pour les autres, je pense que effectivement, c'est important pour une maternité d'avoir un service de néonatologie. Parce que n'importe quel enfant peut faire une toute petite complication. Hypoglycémie, par exemple. On avait pas mal d'enfants qui venaient de Saint-Luc-Saint-Jean ou même de Sainte-Foy-les-Lyons sur photothérapie ou même petite hypoglycémie de naissance qui perdure un peu et qui du coup a besoin de soins qui ne peuvent pas être juste pris en maternité. Et là, c'est des mamans qui sont séparées physiquement de leur enfant. Elles sont dans une maternité et leurs enfants partent dans un autre établissement. Ça, c'est lourd. Donc moi, ce que je préconise, effectivement, c'est quand même plus agréable d'accoucher dans un endroit où on sait qu'au moindre tout petit souci, on sera au moins dans le même établissement que notre bébé. Après, de là à dire systématiquement un niveau 3, je ne pense pas que ce soit utile. Je pense qu'au contraire, ça surcharge le service public, ça surcharge les établissements qui ont des patients qui ont réellement besoin d'un niveau 3. Et je pense qu'effectivement, il faut partir aussi du principe que si on a bien préparé son accouchement, si on est bien suivi, si l'enfant n'a aucune prérogative, tout va bien normalement pour que tu sors bien. Et il n'y a pas de raison d'avoir un établissement du meilleur niveau du moment qu'il y a une petite prise en charge classique à la naissance qui nécessite de ne pas séparer la mère de l'enfant. Je pense que c'est suffisant, un niveau 2A pour une maternité. D'ailleurs, on souhaiterait déjà la non-séparation pour tous. Moi, en tout cas, je ne vais pas t'inclure au cas où.
Si, je voulais savoir si ta perspective a changé avant ou après avoir fait la formation en soins de développement. Complètement. J'ai beaucoup appris sur le tas, entre guillemets, si je peux me permettre, parce que du coup, donc moi, j'ai pas passé l'école de puériculture, j'en ai pas eu l'opportunité à l'époque où je suis sortie de l'école. Et puis après, bah voilà, les choses s'enchaînent. C'était pas non plus le bon timing pour moi. Et du coup, c'était quand même important d'avoir un petit peu cet apport théorique, même si je dois vraiment souligner quelque chose, c'est que la formation d'HFME sur ces soignants est extrêmement bien couverte. C'est-à-dire que quand je suis arrivée dans l'établissement, j'avais fait que du bloc opératoire, donc je n'avais jamais fait de service conventionnel. Et donc du coup, c'était vraiment un accompagnement de tous les jours avec 2 tutrices qui sont dédiées aux nouvelles arrivantes, avec des journées spécifiquement où on fait que du cours, comme si on était à l'école, dans leur bureau, avec de l'apport strictement théorique, que ce soit avec les tutrices, mais que ce soit aussi avec les chirurgiens pédiatres du service, qui prennent du temps pour nous former sur les pathologies les plus vues dans l'établissement pour y être formés et savoir comment s'en occuper, parce que c'est bien beau de savoir s'en occuper, mais c'est bien des fois aussi de savoir qu'est-ce qu'il en découle, qu'est-ce que c'est en fait, pour mieux comprendre et peut-être mieux agir aussi face aux patients. Avec des intervenants, la consultante allaitement qui fait une formation aussi sur l'allaitement. Alors bien sûr c'est un petit peu c'est avec un timing différent pour pas prendre tout d'un coup. Bah oui. La formation est très bien montée, elle se fait sur 1 an. Où les premières parties, on va être... alors, je sais que ça a changé depuis, mais à l'époque où moi j'y suis allée, j'ai été d'abord formée en néonatologie, s'occuper des bébés les moins malades pour juste apprendre à s'occuper d'un bébé déjà. Oui. Sur le temps classique, et l'accompagnement de la maman, et l'allaitement, et les positionnements, et qu'est-ce qui est important. Et on enlève un peu ce côté technique qui est extrêmement dur au début. Donc on travaille un peu sur cette partie, ensuite on nous envoie aux soins intensifs, on est doublé plusieurs jours, on reprend des cours. Là on apprend un peu plus la technique, parce qu'on va avoir des enfants qui ont des appareillages un petit peu plus difficiles. On parlait de BiPAP, CPAP tout à l'heure, c'est des machines qu'il faut comprendre pour savoir les utiliser. Et ensuite, on part sur la formation Réa, qui elle est beaucoup plus longue. Il y a 6 mois de formation Réa où en fait, on a interdiction d'être seul dans la pièce, seul soignant dans la pièce. Pendant 6 mois, quoi qu'il arrive, on doit être accompagné d'une plus ancienne. Ce qui permet de se sentir aussi un peu sécurisé dans sa pratique, parce que c'est quand même du stress, c'est des énormes machines, et puis c'est la vie de bébé qu'on a entre les mains, donc c'est difficile. Et on a de nouveau 2 semaines de cours théoriques, on a de nouveau du doublage, et on a cette sécurité de jamais être seul dans la pièce les 6 premiers mois où on pratique. Et cette formation se fait globalement sur 1 an, donc ils ont une très très bonne formation à leurs soignants. Donc ça m'a permis déjà d'apprendre beaucoup sur le tas au niveau de la théorie de l'enfant, mais j'ai voulu quand même, quand j'étais dans la clinique niveau 2A, j'avais une charge de travail qui était quand même un petit peu moins lourde, parce que moins de technicité, c'est des enfants qui vont quand même globalement mieux. Donc du coup, ça m'a permis un peu de vouloir m'approcher un peu plus de comment bien soigner, de comment bien améliorer mon approche, que ce soit envers le bébé, mais aussi envers le parent. Parce qu'en néonatologie et en maternité, quand on prend en charge un bébé, on prend en charge sa famille au complet. Sa maman et son Exactement. papa. Ça, on n'a pas le choix. On est obligé vraiment, parce que c'est eux aussi qui vont soutenir leur bébé. Et si eux, ils sont dans de mauvaises conditions, ils seront dans de mauvaises conditions pour soutenir leur bébé. Et donc, du coup, le DU, soins de développement du nouveau-né de l'enfant, c'était un aspect pratique parce que je pouvais continuer à travailler. Et il est fait en plus pour trouver des thématiques qui concernent notre service. À chacun des participants du DU. Donc ça permet en plus de vraiment tabler sur une mise en pratique de tout ce qu'on apprend pendant le DU. Et donc ça a forcément changé mes méthodes, puisque déjà entre le moment où je suis passée à l'école, le moment où je suis passée à HFME et le moment où j'ai passé mon DU, il y a déjà eu des avancées dans la néonatologie. Ça m'a permis aussi de m'ouvrir sur des néonatologies que je ne connaissais pas. Je parle surtout des pays nordiques comme la Suède. Parce que là-bas, ils ont une écologie de service qui n'est pas du tout la même que dans les pays français. Ils ont beaucoup d'avance sur nous et on a beaucoup d'exemples à prendre sur eux, donc c'était très intéressant aussi. Et du coup, j'ai aussi changé moi-même des perspectives et des a priori que j'avais en tant que personne lambda. J'avais un très mauvais a priori du portage en écharpe. Ah. Je pensais vraiment, et je le dis en toute sincérité, parce que je pense qu'il y a d'autres femmes qui sont peut-être comme moi. Oui. Pour moi, le portage en écharpe, c'était la maman qui n'arrivait pas à lâcher son bébé.
qui avait besoin tout le temps d'avoir son bébé avec elle. Et parce que quand j'étais plus jeune, adolescente, j'ai déjà rencontré une dame qui avait mangé à notre table. J'étais chez mes parents et elle avait son bébé en écharpe et elle mangeait avec son bébé en écharpe. Et je me disais, mais elle veut pas le lâcher, quoi. Voilà. Et en fait, j'avais une très mauvaise image du portage où je pensais que c'était strictement le besoin de la mère. Et en fait, le soin de développement, on a eu tout un cours dessus, par Isabelle Sartelon notamment, et toute l'exposition d'où venait le portage. Parce qu'à la base, c'est quand même quelque chose de culturel, qui vient des pays qui n'avaient pas la poussette, simplement aussi. Non, nous, ce qu'on a appris, en tout cas, c'était aussi le côté simplement culturel, qui date, mais même de la préhistoire. Les premiers déplacements se faisaient en portage parce qu'il n'y avait pas l'invention de la poussette encore. Voilà, typiquement. Donc du coup, c'était hyper intéressant et en plus, j'ai compris l'apport et que ça pouvait donner à l'enfant au point de vue cognitif et puis développement et puis le toucher, la façon de rassurer, la façon aussi d'intervenir avec l'environnement puisqu'il est porté sur sa mère et puis d'intervenir sur son état de bien-être, je cherche mon mot. C'est que je vais pas le trouver. La proprioception ? Ouais, non, c'est au niveau hémodynamique, l'enfant sur sa mère va caler sa respiration, son sommeil, enfin la plein mère, de choses. Il va avoir un retour de et ça, j'ai vraiment découvert la notion de portage en écharpe dans ce DU de soins de développement. J'en entendais un peu parler dans mon service, mais c'était pas quelque chose encore qui était très ancré. Et de plus en plus, justement, la clinique du Val d'Ouest nous a après amené une formation de peau à peau et portage pour essayer d'inclure le plus possible ce portage en écharpe qui finalement a énormément de caractéristiques qui peut aider l'enfant dans le soin. Mais en écharpe, on parle d'écharpe, mais en réalité, c'est le portage, d'accord ? Le portage tout court, oui, tout à fait. Exactement. À quel moment tu as commencé à te poser la question, vu qu'on est sur la semaine de l'accouchement, sur les violences obstétricales, que ce soit dans l'accouchement, dans les postpartum ou dans la naissance? Déjà parce que le fait de changer d'établissement, chez FME, j'étais vraiment cloîtrée un petit peu dans la néonatologie. On était un service à nous tout seuls. Ce qui était intéressant à la clinique du Val d'Ouest, j'ai pu assister à des accouchements. Alors je me suis positionnée pour, j'ai demandé, je suis allée voir les services, mais on avait vraiment cette dynamique de partage entre la maternité, la suite de couches, les salles d'accouchement. Et donc du coup, ça permet de travailler vraiment en collaboration et puis du coup d'être curieux. Et donc j'ai demandé à assister à un accouchement et à une césarienne et puis j'en ai refait et c'était hyper apprenant. Et j'ai commencé à voir du coup le dessous. Parce que nous, en fait, en néonatologie, on n'avait que l'après. Le bébé est né, il est sorti du ventre de sa maman et nous, on prend la prise en charge, la suite. Bon, c'est très bien. Mais du coup, c'était beau aussi de voir l'avant et le pendant. Une maman, elle va mettre au monde son bébé et ce qu'elle va vivre va foncièrement jouer sur son état mental et même physique en néonatologie. C'est-à-dire qu'une maman qu'on va pas voir les premières 24 heures, on va se poser la question, tiens, pourquoi elle n'est pas venue ? Mais une maman qu'on sait que son accouchement a été extrêmement difficile, qu'elle est extrêmement douloureuse et que le service est blindé et que du coup les sages-femmes n'ont pas réussi à prendre le temps de pouvoir emmener cette maman en fauteuil roulant dans le service, ou nous, est-ce que du coup on ne se poserait pas la question, est-ce qu'il faudrait qu'on aille la chercher, est-ce qu'elle se sente venir déjà ? Quand on a cette notion de comment l'accouchement s'est passé, en tant que soignant, on arrive à plus s'adapter, à se dire, cette maman, si elle vient pas, c'est peut-être qu'il y a une raison, si j'allais chercher cette raison. Oui, elle a un accouchement difficile. Ok, est-ce qu'on mettrait pas des choses en place pour la soulager de sa douleur, mais qu'elle puisse quand même venir voir son bébé ? Au niveau du transport, est-ce qu'on peut aller la chercher plutôt d'attendre qu'elle vienne ? Est-ce qu'on peut l'installer dans un fauteuil particulier plutôt qu'un autre pour qu'elle soit confortable ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il va falloir privilégier à un temps ? Est-ce qu'on va changer le temps d'alimentation de cet enfant parce que cette maman va avoir une consultation qu'elle ne peut pas louper avec sa sage-femme, mais qu'on a envie d'attendre cette maman pour faire l'alimentation de son bébé. Plein de choses qui, en fait, si on prend conscience un petit peu de comment l'allaitement va se passer, on aura aussi conscience de pourquoi le séjour se passe comme ça aussi. Oui, on parle beaucoup de cette violence obstétricale pendant l'accouchement, la naissance. Quel est le discours des professionnels que tu as le plus entendu
face à la reconnaissance de cette violence obstétricale? Eh ben, je pense quand même qu'il y a une évolution des esprits, il y a une sensibilisation face aux violences obstétricales, puisqu'il y a quand même une levée de tabou, hein, les gens en parlent de plus en plus. Donc je pense que ça fait réfléchir, ça fait un petit peu se poser la question sur ces pratiques. Il y a pas mal d'études qui ont prouvé que certaines façons de pratiquer la médecine pendant l'accouchement pouvaient être l'inverse de bénéfique. Pouvait être sans dire nocive, voilà, pouvait être nocive, voilà, ou en tout cas impactante, traumatisante. On va dire qu'ils vont être trop envahissantes. Voilà, la manœuvre qu'on parlait tout à l'heure d'appuyer sur le ventre pendant l'accouchement pour aider, on sait que c'est quelque chose qui est déjà extrêmement douloureux, qui peut être mal vécu par le bébé, qui peut enclencher une bradycardie sur ce genre de manœuvre, et puis peut être traumatisant pour la maman aussi, d'avoir quelqu'un qui monte sur elle pour lui appuyer le ventre, voilà. Il y a aussi l'épisiotomie, c'est quelque chose qui était très en vue avant en termes de prévention. On faisait une épisiotomie préventive pour éviter la déchirure. Maintenant, on sait que l'épisiotomie, c'est quand même quelque chose de difficile au niveau convalescence, au niveau cicatrisation. Et donc, du coup, on essaye de moins... Enfin, je sais que les soignants, là-dessus, dans certains établissements, ils ont des protocoles de se dire, on essaye au maximum de plutôt éviter cette épisiotomie préventive et de la faire plutôt en cas de nécessité, plus qu'en prévention. Donc, plein de choses comme ça qui, au fil du temps, commencent à changer et qui étaient considérées quand même, enfin, qu'ils le sont, je pense encore, comme violence obstétricale, et qui changent. Maintenant, comme tout, les habitudes sont fortes, et je pense que c'est très dur dans les établissements d'amener des nouvelles habitudes, des nouveaux protocoles et de les faire appliquer. Mais je pense qu'il y a une sensibilisation et il faut continuer là-dessus. Il y a de plus en plus de praticiens qui se forment. Moi, j'ai rencontré notamment une sage-femme qui se forme dans les violences sexuelles et qui aura certainement des apports sur les violences obstétricales et gynécologiques. En tant que sage-femme, elle va pouvoir aussi peut-être prévenir ses patientes de certaines choses, de comment les affronter, comment les vivre. Donc, c'est bien que le personnel soignant il soit assez sensible pour se dire « je vais me former parce que le problème existe ». Donc, il faut pallier à ce problème. Je pense que c'est très, très important. Et d'ailleurs, c'était une des questions que j'allais te poser. Si à ta connaissance, il existe actuellement des formations ou des protocoles dans ces deux maternités sur la gestion des possibles BOG, des possibles violences obstétricales. Eh bien, alors dans mon service à proprement parler, je ne sais pas du tout s'il y avait des prises en charge sur des violences obstétricales qui ont été vécues. Par contre, je sais que les praticiens de santé, les soignants, ils sont sensibilisés. On fait des réunions de débriefing sur certains cas qui ont posé problème pour se réunir et peut-être parler de ce qui a posé problème. On fait des réunions d'harmonisation des pratiques. On parle du coup des pratiques des autres services. On met les nôtres en avant et se dire est-ce qu'on ne ferait pas comme eux? Pourquoi eux ils font comme ça? Pourquoi nous on fait comme ça? Et donc harmoniser les pratiques au sein des équipes, mais au sein aussi des établissements. Et puis des formations, des conférences. Voilà, je pense qu'ils sensibilisent de plus en plus pour en tout cas prévenir les violences obstétricales et peut-être ne plus y être confronté avant de vouloir les guérir. Parce que j'imagine qu'il y a des moyens aussi, non? Enfin, tu me disais, il y a la demande post-accouchement du vécu de la mère, la notation de la maternité. Par exemple, voilà, il y a certaines maternités, dont la clinique du Val d'Ouest, et je pense qu'HFME aussi. Après, je travaillais beaucoup moins en collaboration avec la salle d'accouchement à HFME. Ils mettent en place ce qu'on appelle des projets de naissance. C'est-à-dire que la sage-femme en charge de la maman pendant la grossesse va prendre le temps de créer avec elle, si elle le souhaite, un projet de naissance. C'est-à-dire que si c'est une maman qui a des attentes particulières, au point de vue physiologique, elle veut pas de péridurale, elle veut qu'on l'aide à tenir sans péridurale jusqu'à tel moment où elle sait qu'elle pourra pas aller au-delà, qu'elle veut accoucher dans un bain, qu'elle veut accoucher avec des lianes, enfin il y a énormément de façons, la position de l'accouchement, le moment où elle pourra marcher, le moment où elle pourra plus marcher, si elle peut utiliser un ballon, si elle peut faire venir son mari à tel moment, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour protocoliser cette naissance. C'est pas dans le terme dire on rentre dans une ligne et on n'en sort pas, c'est plutôt que comme c'est des équipes
qui se suivent les unes après les autres. Un accouchement peut durer 4 heures, mais un accouchement peut aussi durer 48 heures. Totalement. Les équipes ne vont pas travailler 48 heures d'affilée. Donc du coup, on va se passer la main. Et le fait d'avoir ce projet de naissance, c'est de pouvoir se passer la main et qu'on soit toutes au courant, nous soignantes, que le projet de naissance, c'était ça. Et que dans la mesure du possible, que ce soit au niveau sanitaire, sécurité, hygiène, on puisse le faire un maximum pour la maman, pour vraiment répondre à ses besoins. Et du coup, ça, c'est un peu de la prévention aux violences obstétricales parce que du coup, on respecte le plus possible la vision de l'accouchement de la mère. Et c'est aussi lui redonner du coup le rôle d'actrice de son accouchement. Elle n'est pas là passivement à attendre que quelqu'un lui sorte son enfant. Elle a décidé comment elle voulait le faire. Parce qu'elle est la principale gérante de cette équipe. Exactement. Elle est le Après, centre de l'équipe. ça reste soumis bien sûr aux aléas de l'accouchement parce que l'important reste la santé de la mère et de l'enfant. Mais voilà, les établissements maintenant essayent de plus en plus quand même de redonner ce rôle à la maman. De ces projets de naissance qui est si important. C'est ça. On en parle beaucoup de charges et des conditions des personnels soignantes dans les hôpitaux, surtout aujourd'hui. Quelles sont ces conditions de travail? Alors le gros problème, je pense, des établissements, ça restera le manque de personnel. Je pense que là-dessus, que ce soit même au niveau du matériel ou de plus en plus, on a des budgets qui se dégagent. Nous, on a un service tout neuf à la clinique du Val d'Ouest, donc forcément que les conditions de travail, elles ont évolué. On a un meilleur plan de travail, on n'est pas obligé de travailler dans le noir la nuit. Au niveau ergonomie, il y a des choses qui sont mieux faites que dans notre ancien service. Il y a énormément de choses bien faites grâce aux travaux au niveau du matériel, mais au niveau du personnel, et pour moi ce qui reste le numéro 1, puisqu'on reste dans un domaine où on apporte du service. Et le service, il n'est pas apporté par le matériel, il est apporté par les soignants qui sont des êtres humains. Et on n'est pas des robots, on n'est pas Shiva non plus, on n'a pas double main, et donc double paire de mains. Et du coup, je pense que malheureusement, tant qu'on ne prendra pas conscience de l'importance du personnel dans un établissement de maternité, on n'arrivera pas à apporter le service qui convient en face. C'est-à-dire que les établissements font des efforts. La clinique du Val d'Ouest a formé l'année dernière 2 auxiliaires puéricultrices de maternité en diplôme d'allaitement, diplôme universitaire d'allaitement. Et malheureusement, cette année, ils ont décidé de supprimer une auxiliaire puéricultrice la nuit. C'est-à-dire que avant, elles avaient une charge dans les plus hauts, c'était 8-9 bébés. Et elles étaient 3, donc du coup, elles avaient 8-9 bébés chacune. Ouf. Ou alors des fois 7-6 chacune. Oui. Là, si elles se retrouvent à 2, elles peuvent monter jusqu'à 14 bébés. 14 bébés pour faire des accompagnements à l'allaitement. Ça me paraît compliqué, quoi. C'est très compliqué. On va installer les mamans à l'allaitement et puis on va les autonomiser, en fait. On va leur dire, désolé, j'ai un autre bébé, j'ai une autre maman qui m'appelle. Donc, en fait, c'est toutes ces petites choses-là qui font que la surcharge de travail amène forcément à détériorer notre façon de travailler. Oui. Je ne pense pas qu'on puisse faire vite et bien. Je pense vraiment que c'est une formule qui n'existe pas, le vite et bien. Et que si on veut être performant, efficace, il faut qu'on ait une équipe complète. Et déjà qu'on a des problèmes dans le remplacement, je pense que depuis même avant Covid, mais il y a toujours eu des problèmes de remplacement. Faire remplacer au dernier moment ou faire remplacer même des gens qui sont partis depuis longtemps ou qui sont en congé depuis longtemps, c'est pas toujours facile. Des fois, on a juste des intérimaires. Donc du coup, qui n'ont pas l'habitude du service, donc sur qui on peut moins compter, il faut plutôt même les aider, donc des fois qui nous prennent même plus de temps qu'autre chose. Ah oui. Et en plus de ça, on rajoute les restrictions budgétaires qui nous enlèvent carrément un poste. Je pense que le problème, c'est que les établissements, ils comptent trop sur le 1 pour tant. Je vous parle simplement en néonatologie, c'est une infirmière pour 6 bébés. Une infirmière pour 6 bébés qui vont bien et qui sont dans le service depuis 3 semaines. Bon, ça peut se faire, les parents sont autonomes. S'il n'y a pas d'allaitement en plus, il suffit de distribuer les biberons. Maintenant, on parle d'une infirmière pour 6 bébés avec 3 entrées dans la nuit, 3 nouveaux couples de parents, 3 nouveaux peut-être démarrages à l'allaitement, 3 enfants sur surveillance rapprochée puisqu'ils viennent de naître, plus les 3 autres qui sont déjà dans le service. Là, ça devient compliqué du coup. Voilà. Et en fait, le fait de vouloir absolument tourner l'être humain en chiffres, ça ne marche pas. Chaque accouchement, chaque bébé est différent et on ne peut pas compter sur un nombre fixe puisque la prise en charge ne sera pas aussi lourde entre 6 bébés qui vont bien et 6 bébés qui vont moins bien. Pour autant, on sera toujours une seule infirmière pour 6 bébés.
C'est énorme. Et ça conduit malheureusement à des cas particuliers. On parle de la semaine de l'accouchement, de la violence obstétricale. À Saint-Luc-Saint-Jean, il y a quelques années, vous retrouverez des documentaires sur France 3, une maman a donné naissance seule à son bébé à la maternité. Ils ont fait des enquêtes internes pour savoir si ce jour-là c'était un rush et ce jour-là il manquait peut-être une soignante, parce que moi je suis du côté soignant, donc je ne remets pas la faute pleinement sur les soignants. J'imagine bien que s'il est arrivé cette tragédie entre guillemets, c'est quand même que ils n'ont pas eu le choix ou ils ne l'ont pas entendu, ils n'ont pas été suffisamment opérationnels ce jour-là pour pouvoir assister à l'accouchement de cette maman. Et cette maman qui était en salle de préparation de naissance, je crois, attendait l'anesthésiste. Elle avait été prise en charge par l'équipe de nuit. Il y avait eu un changement, une relève avec l'équipe de jour. L'équipe de jour l'avait installée en salle d'accouchement et lui avait dit que l'anesthésiste allait venir lui faire sa péridurale. L'anesthésiste n'est jamais venu. Aucun autre soignant n'est jamais revenu dans cette chambre. Et cette maman est allée chercher avec l'enfant à son bras qui venait de naître dans le couloir après avoir hurlé pendant des heures qu'elle avait accouché. La pauvre. C'est très dur, hein, mais c'est pas que la faute du soignant ce jour-là. Je pense que c'est la faute de tout un système pour qu'on en arrive là. C'est une maman qui est arrivée en temps et en heure à l'hôpital. C'est pas une maman qui a trop attendu, qui a accouché devant le palier comme ça peut déjà arriver. Là, c'est une maman qui était installée en salle. Comment on arrive à dire il y a eu une faille qui a fait qu'aucun soignant n'est intervenu pendant l'accouchement de cette maman. Et là, il faut réveiller les consciences. Heureusement que l'accouchement s'est passé et heureusement qu'il s'est super bien. Et je vous dis tragédie, mais en fait, c'est un super bon événement à la fin. Le bébé allait très bien, la maman aussi. Mais je pense que c'est hyper traumatisant. Oui, parce c'est hyper traumatisant. Et puis, ça montre réellement la faille du système. Exactement. Les soignants ne sont pas des surhumains. S'ils n'ont pas été présents, c'est que peut-être qu'ils n'étaient pas assez en nombre. D'ailleurs, c'est quelque chose que je voudrais bien signaler aussi. Et si je te dis 3 choses, d'accord, te sens-tu reconnue en tant que professionnelle et pourquoi? La manque de formation. Alors, je pense que les établissements font de plus en plus d'efforts. Je rappelle, comme je te disais tout à l'heure, qu'il y a des auxiliaires puéricultrices à la clinique du Val-d'Ouest qui ont été formées au DU d'allaitement. Ils mettent en place des formations. Ils avaient fait venir Isabelle Certelon pour le portage en écharpe et le pot à pot. Ils ont fait venir Suzanne Colson lors d'une conférence le soir pour parler de la BN, qui est une position d'allaitement hyper naturelle. Ils font plein de choses. Maintenant, il reste encore, je pense, pour des raisons budgétaires aussi, et puis pour des raisons de personnel, dans le sens où les personnels qui sont formés, il faut les remplacer le temps de leur formation. Et puis, il faut trouver aussi les personnes qui vont former. Et moi, un des problèmes qui m'avait un petit peu chiffonné quand je suis arrivée dans le service, j'ai demandé à être formée au niveau allaitement, puisque quand je suis sortie d'HFME, j'avais pas mal de lacunes de ce côté-là, puisque j'avais énormément travaillé en réanimation, donc j'étais plus sur le côté technique. Oui. Voilà, j'étais un petit peu moins sur l'approche du bébé, j'avais travaillé très peu de temps finalement en crèche, en néonate avec des bébés classiques. Et donc du coup, j'avais demandé à être formée au niveau allaitement parce que je sentais que j'avais un manque là-dessus. Et on m'a dit qu'il n'y en aurait pas cette année, faute d'avoir un intervenant qui veuille bien le faire, parce que cette intervenante-là, avant, le faisait de façon bénévole. Oui. Voilà, bah oui. Je pense que le bénévolat, ça va bien s'allier. C'est là où j'irais bien. Voilà. Finalement, c'est ou bien ce type de formation, ou bien aussi une formation qui va être prise en charge pour les professionnels particuliers. Et ça, c'est quelque chose qui, voilà, il faudrait un peu voir, non? Il faut peut-être remettre les budgets pour se dire que la formation, elle est importante. La formation elle est importante. Et alors, même s'il y en a sur lesquels ils ne dérogent pas, hein, on est en formé REA quasiment tous les 2 ans pour ne jamais perdre le fil de la réanimation, les gestes et les réflexes à avoir. Mais je pense que toutes les autres formations sont aussi importantes parce que ça nous aide à évoluer dans nos pratiques, puisqu'on sait que la médecine évolue de jour en jour. Et donc, du coup, il faut faire évoluer les pratiques en même temps qu'on apprend de nouvelles choses sur les nouveau-nés et les nouvelles pratiques qui peuvent améliorer leur hospitalisation et leur guérison, si je peux dire. J'allais te dire aussi, la deuxième chose, c'était l'adoption d'une stratégie défensive, que c'est d'une médecine défensive. Celle qui va faire tout le possible techniquement, mais elle va un peu délaisser les côtés humains. Une médecine qui va dire, par exemple, si un accouchement va se compliquer, ils sont tout faits techniquement, mais en même temps, qu'est-ce qui s'est arrivé pour arriver jusqu'ici, comment c'est arrivé. Enfin,
c'est un terme qui est assez grand. Mais est-ce que tu sens qu'il y a une réponse défensive de se défendre de ces choses-là? Je pense, oui. Après, ils font des réunions de débriefing, souvent, où on se réunit entre praticiens de santé pour parler de ce qui s'est passé. On ne tombe pas toujours d'accord. On a chacun notre point de vue, comment on a vécu la situation, est-ce qu'on a été performant à ce moment-là, quels ont été les manquements à ce moment-là. Moi, je l'ai vécu. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans certaines situations. Et c'est en continuant de débriefer, en sachant se remettre en question, en fait. On n'est pas invincible et le système ne l'est pas non plus. Donc, savoir reconnaître aussi ses torts, c'est important si on veut mieux travailler et ne plus refaire les mêmes erreurs qu'on a pu rencontrer sur des cas particuliers, par exemple. Et la dernière chose que j'allais te demander, les syndromes d'épuisement professionnel. Alors, je pense que le meilleur exemple, vous l'avez tous en tête, le Covid a été une révolution chez les soignants, dans un mauvais cadre, parce que malheureusement, moi, je me suis rendu compte, et dans mon entourage proche, j'ai rencontré beaucoup de collègues dans mon école d'infirmière, donc je vous le dis, le Covid, je pense, a tellement tiré sur la corde des soignants. On en a tellement demandé aux soignants, et je me sens moins concernée parce que j'ai eu la chance d'être dans un établissement qui ne nécessitait pas mon aide à proprement parler, mais j'ai une collègue qui a été transférée en service de réanimation Covid alors qu'elle travaillait au bloc opératoire. Donc finalement, elle n'avait aucune connaissance. Elle a été formée sur le tas. Elle a découvert la mort, si je peux dire, aussi sur le tas parce qu'elle n'y était pas confrontée dans son service. Et quand elle s'est retrouvée en réanimation, elle a eu des morts tout de suite. Et ça a été très dur pour elle de gérer. Et en fait, tout ce système-là, leur façon de fonctionner, d'avoir tiré, d'avoir tenu comme ils ont pu pendant le Covid, quand ça s'est un peu calmé, énormément de soignants sont partis. Sont partis par épuisement, en fait. Par épuisement, parce qu'on leur a trop demandé, parce qu'ils ne sont pas assez valorisés et dans leur métier et dans leur salaire. Et parce que du coup, ils ont trouvé plus enrichissant de se reconvertir dans un tout autre métier pour certaines de mes connaissances. Et c'est le cas type de dire allez-y, continuez à tirer sur la corde. Attendez à chaque fois une nouvelle crise pour vous rendre compte que on est en manque de personnel, on est en manque de lits, on est en manque de budget pour recevoir les patients. Continuez à attendre les crises. Et puis je pense que petit à petit, vous verrez que vous n'aurez plus de soignants du tout. Ouais. Je pense que la crise du Covid, elle devrait avoir un nom, ça serait la crise des soins, la crise de... Voilà, ça a été flagrant qu'on n'était pas prêt. En fait, c'est ça. Ce qu'il faut dire, c'est pas le Covid qui nous a mis un peu dans l'embarras, c'est le Covid qui a levé le voile sur l'embarras sur lequel on était. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des manques de personnel, il y avait déjà des filles qui enchaînaient plusieurs gardes. Moi, on m'a déjà demandé à la clinique du Val d'Oise d'enchaîner une journée après une nuit, que j'ai refusé. J'ai demandé à ma CAD de se déplacer, de trouver un... Mais la personne qui devait prendre ma relève n'étant pas venue, la CAD m'a répondu, c'est vous qui devez rester. Parce que sinon, c'est un abandon de poste. Est-ce que légalement parlant, c'est normal de faire travailler une infirmière qui vient de finir 12 heures de garde de nuit, de lui demander d'enchaîner sur une journée et d'espérer qu'elle ne fasse pas d'erreur? Et c'est elle qui met son diplôme en jeu en plus. C'est elle qui met son diplôme en jeu. Donc en fait, on demande toujours plus aux soignants. On supprime les postes, on ne pallie pas au remplacement, on tire sur le niveau de la charge de travail, on tire sur le nombre d'heures sup. Et ça ne marche plus. Ça reste des êtres humains, des filles qui fatiguent et qui perdent le goût à leur travail. Et si elles perdent le goût à leur travail, elles travailleront forcément moins bien. Parce qu'elles n'auront plus l'envie et elles seront épuisées, tu l'as très bien dit. Elles seront épuisées et elles feront le strict minimum finalement pour répondre juste à la demande, mais ne pas en faire plus, ne pas accompagner parce qu'elles n'ont plus envie. Elles ont perdu le cœur de leur métier, elles n'ont plus envie. C'est aussi les nombres de personnes qui on a en charge, que c'est tellement... comment tu peux assurer que tu es en train d'être en charge d'une personne pour qu'elle ne pense à cette violence qu'on peut générer si la personne qui est là, déjà, elle est violentée à soi-même. C'est pas... Tu vois, il y a forcément un retour du maltraitance aux professionnels à la maltraitance aux personnes, Tout à fait. aux patients et les personnes concernées. Je vais te faire une dernière question parce que on va déjà finir, on est proche de l'heure. Déjà, penses-tu que les parents sont suffisamment soutenus? Et un dernier, les domaines d'amélioration qui t'aimerais bien qu'ils soient pris en charge le plus rapidement?
Alors, les parents sont soutenus parce que ils entrent dans le service. Comme je te disais, on prend un temps pour eux en plus pour leur expliquer un petit peu comment fonctionne le service, leur présenter l'enfant, leur dire un petit peu comment l'organisation va se faire autour de ça. De plus en plus, on essaye de maintenir et d'éviter cette séparation, de maintenir cette présence du parent le plus longtemps possible, notamment dans une clinique privée. À HFME, vous accouchez, vous restez 3-4 jours et puis vous sortez. À HFME, si votre bébé, à la clinique du Val d'Oise, si votre bébé est en néonatologie, la maman a le droit de rester en maternité pendant 12 jours. C'est des choses que le public ne peut pas se permettre parce qu'il y a sans arrêt un turnover de patientes. Dans les cliniques privées, ils se permettent de faire appliquer cette règle, cette loi, qui stipule que si son bébé est hospitalisé, elle a le droit de rester 12 jours en maternité. Ce qui fait que pendant 12 jours, quoi qu'il arrive, elle sera dans le même établissement que son enfant. Parce qu'il faut savoir que les chambres mère-enfant, c'est un super projet. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils continuent un peu, je te disais, à éviter cette séparation. Mais elle reste coûteuse. Donc, toutes les mamans qui n'ont pas la mutuelle adéquate pourront se permettre de rester 3, 4, 5 semaines hospitalisées avec son bébé. Au niveau des droits, ça serait le plus normal aussi. Voilà. Mais donc, du coup, se dire qu'on a déjà 12 jours ou de toute façon à leur maternité. Et puis après, elle pourra passer en service kangourou peut-être si son bébé aussi va mieux, par exemple, ou a pris du poids, si toutefois il n'était pas encore éligible à la chambre kangourou. Donc, ils font un petit peu tout pour éviter cette séparation. On essaye de former les équipes sur l'allaitement pour pouvoir vraiment faire aboutir le projet d'allaitement malgré une hospitalisation. Parce que c'est difficile de mettre en place un allaitement avec un bébé qui est hospitalisé parce que la séparation joue beaucoup, le stress peut jouer beaucoup, le manque de sommeil peut jouer beaucoup. Donc, on fait tout pour vraiment faire perdurer ce projet, inclure le parent dans les soins, leur proposer d'être présent pour une prise de sang, pour un examen particulier, mais en respectant son degré de résistance aux soins. Les parents, moi je demande toujours, est-ce que vous craignez une prise de sang ? Si vous la craignez, je ne vous oblige pas à venir. Moi, je vais soutenir votre bébé en même temps que je vais faire le soin. Ou je vais demander à une collègue de venir avec moi pour être l'accompagnant, le soutenant. Si vous vous sentez, je veux bien que vous veniez. Au contraire, le bébé, il sera mieux protégé si c'est ses parents. Mais il ne faut pas que ce soit dans la démarche de forcer le parent. Il faut toujours que le parent il soit soutenu, accompagné, dirigé pour la participation, mais jamais forcé. Voilà. Et les axes d'amélioration, je pense que ce sera toujours les mêmes. C'est de donner aussi les outils adéquats aux équipes, que ce soit d'un point de vue formation, que ce soit d'un point de vue matériel et que ce soit d'un point de vue humain. Justement, donner le personnel suffisant, le temps suffisant pour faire les choses, le matériel qu'on a besoin pour bien travailler et les formations nécessaires à faire évoluer la pratique aussi pour qu'on s'améliore. C'est pas parce qu'on a passé un diplôme ou une école qu'on sera toujours au top de ce qu'on sait faire. Donc, il faut savoir aussi évoluer avec le temps. Et pour évoluer avec le temps, faut qu'on nous les enseigne. Et là, il n'y a que l'établissement aussi dans lequel on travaille qui peut un peu nous apporter ce genre de besoin. Merci beaucoup, Edwidge. C'est super intéressant. Merci à toi de m'avoir reçu. Tu vas vraiment donner des lumières à plein de personnes qui peuvent avoir cette expérience. Après, tu continues en plus à te former. Tu as lancé ton activité en libéral depuis le mois d'avril, donc elle est disponible sur Vérone. C'est tout récent. Je pense que c'est très important de connaître des professionnels comme toi parce que aussi il y a, comme tu dis, il y a des enfants qui vont être aussi hospitalisés, qui vont rentrer à la maison, que les parents ils vont avoir du mal, même dans un accouchement normal, et qui vont avoir besoin d'une infirmière pour faire certaines choses. Et voilà, il y a des infirmières libérales beaucoup plus expérimentées dans ces domaines. C'est ça. C'est vraiment d'être spécifique dans le domaine du nouveau-né, sur des soins lambda, que ce soit une prise de sang à un bébé, ou des fois c'est difficile de trouver à l'extérieur des professionnels de santé qui se sentent aptes à le faire et qui parfois obligent les mamans à retourner en maternité. Là où les professionnels sont formés à piquer les enfants par exemple. Donc ça permet de trouver une professionnelle adéquate à l'extérieur et puis du même temps je propose des consultations d'accompagnement, que ce soit sur le soutien à l'allaitement, sur une maman qui rentre d'hospitalisation et que pour qui son bébé n'est pas autonome 100% sur l'allaitement, ou sur une maman simplement qui rentre de maternité et qui a besoin de plus d'accompagnement, parce qu'on rappelle que 3 jours en maternité pour ingurgiter
toutes les informations qu'on leur donne, des fois ça peut être dur. Donc d'avoir un professionnel à côté et qui prend le relais de la sage-femme, et le but c'est vraiment de travailler en partenariat avec les sages-femmes pour combler le plus leurs besoins à elles, parce qu'elles ont le monopole de la périnatalité et elles ont énormément de travail. Donc le but c'est aussi de les soutenir à elles dans leur travail pour qu'elles puissent amener le service mais le plus optimal à leurs patientes, et des fois elles peuvent pas tout faire. Donc avoir un autre soignant avec qui travailler, avec qui échanger, avec qui collaborer pour que cette prise en charge elle soit vraiment la plus performante possible et la plus suivie possible, parce que du coup y a une relève entre nous qu'on peut retrouver à l'hôpital, mais que des fois à l'extérieur on retrouve moins, parce que chaque personnel travaille un peu dans sa niche de métier, et l'infirmière qui va venir faire une prise de sang va pas appeler la sage-femme pour dire moi je l'ai trouvé bizarre. Moi ça va me permettre un peu de rencontrer ces mamans en même temps que la sage-femme et pouvoir dire voilà, je suis allée chez cette maman, j'ai intervenu pour tel soin, elle m'a parlé que toi tu avais intervenu pour ce soin, est-ce que tu veux qu'on mette autre chose en place? Voilà, c'est vraiment un travail de collaboration pour pouvoir vraiment accompagner ces retours à domicile qui, je pense, font très peur. Je pense font très peur parce qu'on est très bien suivi pendant la grossesse. Moi, c'est un peu le retour que j'en ai eu. Les sages-femmes accompagnent énormément les mamans. Il y a les obstétriciens, il y a les visites à la maternité, il y a les préparations à l'accouchement. Exactement. Il y a beaucoup de choses et c'est très bien. Mais peut-être qu'on manque encore d'intervenants sur le postpartum. Et les accompagner pour éviter un petit peu les dépressions du postpartum, le burn-out parental, la panique, la panique aussi face à certains problèmes, parce qu'on n'y a pas été sensibilisé en amont. Donc à défaut, est-ce qu'on peut être accompagné une fois qu'on est face à la situation, et par qui? Et on peut te retrouver où et comment? Alors, sur Instagram, c'est graines-de-parents_Lyon. Je suis exclusivement à domicile, puisque pour moi je trouve que l'intérêt c'est d'accompagner le parent en immersion chez lui, parce que ce qu'on lui monte à la maternité c'est pas toujours évident à la maison. Donc et puis c'est pour vraiment amener un confort de soin à la maman, de pas avoir à se déplacer pour le moindre soin. Donc c'est vraiment exclusivement à domicile sur Lyon, la couronne lyonnaise. Et puis si vous tapez graines de parents sur Google Maps, normalement vous trouverez aussi les informations et mes coordonnées pour me joindre. Sinon, vous la trouverez aussi, je la mettrai sur les blogs de parentalité continue, en train de contact. Voilà. Parce que c'est important d'avoir un bon réseau, et sur les runs, on est en train de mettre ça en place. Je pense qu'on ne sera jamais suffisamment. Il faudra toujours des intervenants qui puissent se spécialiser de plus en plus. J'ai un projet de spécialisation au côté psychopathologie liée à la parentalité, pour vraiment aborder un petit peu ce côté accompagnement psychique. Je pense qu'il est un petit peu délaissé. On a beaucoup d'accompagnement physique. C'est vrai. Et je pense que ça peut aussi servir de pouvoir être un soutenant et une consultante en psychologie là-dessus. Et cet été, je me forme au sommeil et aux pleurs de bébé, qui est quand même un des problèmes récalcitrants chez les jeunes parents et avec un bébé qui des fois ne fait pas ses nuits. Merci beaucoup Edwidge pour avoir été avec à nous. Toi. J'espère qu'on te reverra. Merci à vous aussi d'avoir suivi. Et on te souhaite la meilleure continuation possible dans ton projet. Gentil. Et merci beaucoup pour avoir été avec nous avec la Semaine internationale de l'accouchement respecté. Merci à toi de m'avoir invité, c'était hyper intéressant et très enrichissant de pouvoir en parler aussi entre nous.